Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas fait de vidéo, je sais plus exactement avec les vacances et tout. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Là, on va rattaquer pour une saison. Et la saison a déjà rattaqué pour nos joueurs, notre staff et du coup pour nos supporters. Du coup, on va en parler, on va décrypter un petit peu le match de Lyon-Strasbourg qui s'est soldé par une défaite. La saison va être longue, va être très longue et on espère que ça va être mieux que lors de ce match. On va le décrypter un peu, puis après on parlera mercato. Il y a énormément d'infos qui sont sorties lors des 2 dernières semaines. Donc il y en a les plus éloignés, on va dire. Je vais faire court, je ne vais pas tout décrypter, leur passer un message d'adieu, tout ça, les gars, vous connaissez. En plus, si c'est des transferts pas ultra importants, on passera, on dira simplement où ils sont allés, pour combien, et on dira merci, au revoir. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc la vidéo avec la première rencontre de Ligue 1 qui s'est soldée par une défaite de 2-1 contre un Strasbourg correct lors de la seconde mi-temps. L'OL a dominé en première mi-temps, l'OL a montré des choses assez prometteuses, j'ai envie de dire. Bon, c'est quand même un grand mot pour la première mi-temps, mais on va dire que ça a été une mi-temps assez correcte, bien. On aurait dû solder par un deuxième but, pour en marquer un but, avec l'action de Lacazette qui se finit sur le poteau, etc. Je vous passe les grosses lignes des actions. Tagliafico a mis son but aux derniers instants, mais parlons d'abord du contenu. Alors Lyon, en première mi-temps, n'a pas été trop mauvais. On a vu une bonne première mi-temps de Cherki, assez bonne. Il a fait plus de choses que la saison dernière. Son jeu avait un peu évolué et joué un peu plus simple. Barcola aussi était pas trop mal. Au milieu de terrain, ça a bien combiné. Entre Tolisso, Le Penant et Cacré, ça fait de belles choses. Cacré qui a pris un gros coup à la tempe et qui a fini avec un sacré strap sur la tête. C'était assez drôle à voir, en tout cas. Enfin, pas le coup, hein, mais comment il était après. Et du coup, ça a montré des choses plutôt intéressantes. Sauf que à ce moment-là, on a manqué d'efficacité. Le problème, c'est que quand on se retrouvait dans le but, on n'arrivait jamais à finir nos occasions. Si on était mauvais dans la dernière passe, l'avant-dernière passe, ou alors dans la finition, comme je viens de le dire, on manquait cruellement d'efficacité. Ensuite, au retour des vestiaires, on s'est éteint. Strasbourg a augmenté son niveau. Nous, on a fait quoi? On l'a diminué, les gars. Ça a été assez compliqué en seconde mi-temps. Il n'y a pas de joueurs qui étaient pires que les autres, mais ils étaient tous éteints, les gars. Il n'y avait plus de Cherki, plus de Barcola. Le milieu de terrain devenait inexistant. Et en défense, il n'y a plus personne qui fait le retour dès qu'on perd une balle. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de pressing. Et on se laisse seul avec la ligne arrière. C'est ça qui a été compliqué notamment. Et ce qui fait qu'on a pris des buts. Donc dans la hauteur du match, on va le dire, dans la longueur du match, c'est plus français, il n'y a pas de joueur qui a forcément sorti du lot. Ils étaient tous à peu près au même niveau, surtout en première mi-temps. Ils étaient tous entre correct et bon. Et en seconde mi-temps, ils étaient tous mauvais, les gars. Rémi Rioux était un peu coupable du premier but sur coup franc qui a été causé par une faute bête de Salkoum Bedi. J'adore Salkoum Bedi, mais il faut qu'il apprenne à jouer aussi sans faute, à défendre sans faute. J'adore ce joueur, il a vraiment un caractère exceptionnel. Je pense qu'il faut plus de joueurs comme ça dans l'effectif. Mais le problème, c'est surtout avec sa jeunesse. Il ne défend pas sans faire de faute à certains moments. Et c'est ce qui fait que ça peut nous coûter des buts, comme sur le coup franc, où Rémi Rioux aurait pu l'arrêter aussi. Mais bon, c'est une erreur de gardien, c'est comme ça. Donc ça, on passe aussi, on va pas l'enterrer pour ça. Rémi Rioux, il a fait de belles choses la saison dernière, il en fera d'autres contre Montpellier et pourquoi pas contre le match d'après contre Nice, si je dis pas de bêtises. Peut-être, je suis pas sûr que c'est Nice. En tout cas, d'ailleurs, en parlant de Rémi Rioux, on va parler des blessés. Anthony Lopez est blessé, il devrait revenir fin août. On espère qu'il sera là pour le match contre le PSG, c'est le plus important. J'espère qu'il sera là. Clinton Matas est blessé malheureusement. Il sera forfait contre Montpellier, il a une lésion à la cuisse, du coup on verra ce que ça donne, on n'a pas plus d'informations. Lacazette était sorti aussi, mais juste pour des courbatures, un peu de fatigue, rien d'alarmant. Et heureusement, ça a été très compliqué. Voilà pour le match contre Strasbourg, on va passer désormais au mercato. D'ailleurs, le match contre Montpellier a été décalé de 5h à 7h. Je tourne la vidéo juste avant le match où il sera déjà fini et j'espère qu'on aura gagné. Et du coup, je voulais dire, ouais, le match a été décalé à 7h à cause de la canicule qu'il y a à Lyon. Du coup, voilà pour ça, c'est normal et on remercie bien les joueurs. On va parler aussi du mercato et à la fin, on parlera du temps additionnel qui a été augmenté par les arbitres. On y reviendra en fin de vidéo. C'est parti les gars pour la partie mercato. On va commencer avec les départs et d'abord les officialisations. Alors, notre jeune milieu de terrain brésilien qui n'a jamais évolué en pro, qui était censé être une pépite, Camilo, part en Russie à l'Armad Grozny. Je suis pas sûr que je prononce bien, mais ça se ressemble à ça en tout cas. Il part pour un montant qui s'évaluerait à 20% à la revente.
Lyon était tellement désireux de vendre les joueurs qui n'ont aucune chance à l'OL et ceux qui ne pourront pas évoluer parmi les pros et parmi les joueurs qui prétendent à une place sur le terrain, je vais y arriver. Donc Lyon n'a même pas demandé de montant. En tout cas, ça n'a pas fuité. Et Lyon, dans son communiqué n'a pas mis de montant. Donc ce serait seulement 20% à la revente pour Camilo. On continue, force à lui d'ailleurs, parce que le pauvre, il n'a pas joué à l'OL. On continue, Florent Da Silva est parti à Molenbeek en prêt. Donc sans option d'achat, il pourra gagner du temps de jeu, il pourra revenir meilleur. Même si pour lui le temps commence à être compté, qu'il va devoir partir un jour parce que je ne le vois pas. Malheureusement, qu'il commence à prendre de l'âge, il doit avoir 22-23 ans. Arriver et reprendre tout de suite une place de pro à l'OL, il va devoir soit enchaîner les prix pendant encore quelques saisons, et je pense pas qu'il va vouloir le faire éternellement, soit ça va être compliqué pour lui. On continue avec les officialisations. Castello Luqueba est parti, vous le saviez, à Leipzig pour 30 millions d'euros plus 4 de bonus et 20% à la revente. Ça fait chier, Textor veut garder ses meilleurs éléments, là il nous la met à l'envers, il vend son meilleur élément, en tout cas en défense centrale, pour 30 millions d'euros, les gars. Alors que l'année prochaine on l'aurait vendu peut-être le double. Ça fait chier, il avait un accord avec Jean-Michel Aulas, je comprends son point de vue qu'il avait envie de partir, parce qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe, il veut jouer la Coupe d'Europe dans un club qui est armé tous les ans pour aller concurrencer le Bayern, qui a déjà remporté un trophée d'ailleurs, la Super Coupe d'Allemagne. Donc je comprends qu'il veuille partir et il va jouer la Coupe d'Europe, il va peut-être jouer la Bundesliga tous les ans, enfin jouer le trophée je veux dire, et il sera peut-être titulaire et c'est un bon club pour les jeunes. Mais bon, ça fait chier, l'amour du maillot, tout ça, il avait dit qu'il voudrait remettre Lyon à sa place. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, bon courage à lui, bonne continuation. Et je sais pas qui est en tort, si c'est Aulas, Textor ou Luqueba dans cette affaire, donc je vais pas trop mouiller là-dessus. Voilà pour ça. On continue avec les départs. Cette fois-ci, les rumeurs. Nicolas Tagliafico pourrait s'en aller du côté de l'Ajax. Ce serait un très gros coup dur. Il n'est pas fermé à un départ. L'Ajax est sur le dossier. Ils vont préparer une offre. On ne sait pas si Lyon va l'accepter ou non. En tout cas, ce serait un énorme coup dur pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il y en a plein qui trouvent que c'est un mauvais joueur, Nicolas Tagliafico. Mais quand tu le regardes, certes à la télé, tu vois pas trop ce qu'il fait parce qu'il fait énormément de travail de l'ombre. Il attire des adversaires sur lui pour qu'ils le prennent au marquage. Il couvre très bien les espaces. Il se déplace correctement. Il a une qualité technique assez bonne. Les centres sont toujours corrects. Il arrive à finir. On l'a vu contre Strasbourg. Il n'arrête jamais les efforts. Il est très solide. Nicolas Tagliafico, il nous faut des joueurs comme ça dans l'effectif. Comme je l'ai dit avant sur Koumbedi. Donc si on le perd, ce sera un énorme coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Je vois pas comment on ferait sans. J'adore Enrique qui a une doublure parfaite aussi, qui a un caractère exceptionnel, qui s'est très bien intégré à l'OL. Il parle autant français que nous, je l'ai déjà dit, j'adore ce joueur Enrique. Mais Tagliafico c'est quand même au-dessus. Il faudrait vraiment pas le perdre parce que là ce serait très compliqué les gars. On continue avec Bradley Barcola, vous le savez, le PSG veut s'attirer les services du français, de l'international espoir français. Et donc va préparer possiblement une autre offre après les 35 millions d'euros que Lyon a refusé. Donc là, on verra comment ça se passe aussi sur ce dossier. On le sait, Manchester City est sur le dossier aussi, mais deux nouveaux concurrents se sont un peu renseignés. C'est le Barcelone et c'est Chelsea. Le Barça et Chelsea. Wow. Le Barcelone, oh, j'ai vraiment dit ça. Le Barça, vous avez capté. En tout cas, du coup, les 4 clubs sont sur notre attaquant. On espère le conserver, c'est une pépite. Et si encore une fois on le garde un an de plus, on peut le revendre près du double l'année prochaine. Ce serait vraiment fou. Donc les gars, il faut qu'on garde le Bradley Barcola parce que c'est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Et offensivement, il peut tellement nous aider les gars. On n'oublie pas qu'il a fait qu'une moitié de saison en pro pour le moment. Dernière info départ les gars, c'est Mohamed El Arouche. Donc le Barça avait proposé une offre pour Mohamed El Arouche qui a été catégoriquement refusée par l'OL parce que Mathieu Louis-Jean, parce que Laurent Blanc compte sur Mohamed El Arouche cette saison. Alors on veut recruter encore plein de milieux de terrain. On a plein de milieux de terrain les gars. On a Le Penant qui pourrait partir mais pas sûr. Cacré, Tolisso, on a un 6 qui va arriver, que ce soit Quito Rodriguez ou William Carvalho, on en parlera un peu plus tard. On a Maitland Niles qui vient d'arriver, Skelly Alvero. Donc si on compte tout ça, on a au moins 6 milieux de terrain. Et on compte sur Mohamed El Arouche qui arriverait encore derrière, sachant qu'il y a aussi Mamadou Diawara. Donc ça va être compliqué les gars pour faire jouer Mohamed El Arouche, que j'adore aussi, qui nous a montré tellement de belles choses en Coupe de France la saison dernière. On va voir ce que ça donne et on espère qu'il aura du temps de jeu parce qu'il le mérite. C'est un joueur qui est tellement bon les gars, quand vous voyez ce qu'il nous fait pendant les matchs amicaux tout ça, il est vraiment très bon. Voilà pour les départs, on va passer maintenant aux rumeurs et aux officialisations d'arrivée les gars.
C'est parti pour la seconde partie du mercato. C'est parti du coup pour la seconde partie du mercato. On va commencer avec les rumeurs. Lyon cherche toujours un 6, après avoir recruté Maitland-Niles, on va dire juste après. Lyon cherche toujours un 6, un mec qui peut jouer seul devant la défense, et là, plusieurs profils sont à l'étude. Pathé 6, qui aurait dû venir à Lyon l'hiver dernier, mais son transfert avait capoté, et le joueur était reparti dans son centre d'entraînement en pleurant, va pourquoi pas revenir, Lyon va revenir à la charge sur son dossier. Donc j'imagine qu'il veut toujours aller à Lyon. Lyon est intéressé, donc on verra si ça se fait ou pas, mais ça a l'air d'être un peu la solution de repli par rapport aux deux autres 6 qui sont étudiés par l'OL, qui sont William Carvalho et Guido Rodriguez, l'Argentin et le Portugais. Donc j'ai pas fait dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Les deux joueurs évoluent au Betis. Donc le Betis voudrait vendre Guido Rodriguez qui ne veut pas prolonger et auquel il reste 1 an de contrat. Donc Lyon devrait racheter sa dernière année de contrat. Je sais pas à combien ça évolue, mais ça évolue à beaucoup en tout cas. Et Lyon, vous le savez, n'a pas beaucoup de budget pendant ce mercato. Il leur reste un peu moins de 10 millions d'euros à pouvoir dépenser. Donc on ne sait pas si ça va suffire pour Guido Rodriguez ou non. Mais on aimerait que ça se fasse. C'est un très bon joueur. Et l'autre, c'est William Carvalho, qui a un salaire assez élevé, qui est problématique pour l'OL. Donc ce serait un prêt qui serait à l'étude, parce que si sa charge de son montant de transfert serait voire trop compliqué à négocier. Et du coup, un prêt serait à l'étude. On va voir ce que ça donne. Lyon temporise pour qu'il baisse le prix, le Betis Séville. Donc ce sera une affaire qui se règle en fin de mercato. En tout cas, ce sont deux joueurs au profil que j'aime beaucoup, deux joueurs qui ont la hargne. Un champion d'Europe 2016, William Carvalho, qui a toujours été un bon joueur, qui est assez régulier dans ses saisons, et qui est très bon au poste de 6. Et Guido Rodriguez aussi, que je connais un peu moins que William Carvalho, mais qui, de ce que j'ai entendu, est quand même très solide en 6, et qui peut apporter de la qualité technique en plus de la hargne que j'ai citée juste avant. Ça, c'est pour les 6. Alors maintenant, il y a eu beaucoup d'officialisation en recrue de l'Olympique Lyonnais, et je retrouve mes mots. Alors Lyon a officialisé Douye Galetachar, les gars, pour un prêt payant d'environ 5 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire qui doit être à peu près à 5 millions d'euros aussi. Et ça, c'est bien parce que sportivement, c'est un profil intéressant. Douye Galetachar, il peut montrer des choses à l'Olympique Lyonnais. Il a l'air d'avoir un peu le profil que Lyon recherche pour remplacer Castello Luqueba, même s'il est très nettement, très largement en dessous de Castello, et que dans le corps des Lyonnais ce sera ça, mais je trouve encore une fois, je l'ai peut-être déjà dit, regrettable que Lyon et que le foot en général mettent de côté les rivalités, alors que ce joueur a fait des doigts d'honneur au Groupama Stadium lors de sa dernière sortie. Ok, la pression du match, tout ça, je comprends, mais il a sali le blason lyonnais, et là il arrive en mode ouais, je vais aider Lyon, je vais vous remettre sur une coupe d'Europe et tout. On verra ce qui se passe sur les terrains. Il a été pas trop mal contre Strasbourg. On verra contre Montpellier. On verra s'il est réaligné déjà, ce qui devrait être le cas. Donc on verra comment ça se passe pour ce joueur. Mais je trouve quand même dommage qu'on mette les rivalités de côté. Donc cet homme aura beaucoup à prouver au Groupama Stadium. Parce que oui, je pense pas qu'il ait acquis encore des supporters lyonnais. Je sais pas s'il va être sifflé ou non. Le sifflet d'entrée serait peut-être un peu regrettable. Laissez-le le temps de se mettre en confiance. Et vite, de toute façon, si ses performances sont nulles, il va très vite être sifflé. Je comprends parce qu'il a souvent sa défaveur et que les supporters hérois, mais il y a des limites quand même. J'encourage pas à le siffler, mais ce sera possiblement le cas. Et en plus qu'il est Marseillais, ça va accentuer l'effet. Par contre, s'il fait de bonnes performances, il ne sera pas sifflé. En tout cas, on verra ce que ça donne pour lui lors des prochains jours. On enchaîne avec d'autres officialisations. Ashley Maitland-Niles, le milieu de terrain d'Arsenal qui n'est pas un 6, qui peut jouer latéral mais qui peut jouer aussi 8, arrive libre jusqu'en 2027. Donc on verra pour lui aussi comment ça va se passer parce qu'il n'a pas trop joué. Il a joué à Southampton en prêt la saison dernière. Un joueur qui a des qualités techniques surtout, qui est assez rapide. On verra ce que ça donne pour lui donc aussi. Je connais pas trop le joueur, je ne l'ai pas vu trop évoluer du côté de la première ligue. Je connais de nom, je connais ses qualités, qui sont la technicité, la rapidité surtout. On verra ce que ça donne, on espère qu'il va faire de bonnes choses. Mais bon, c'est pas le 6 qu'attendait Laurent Blanc. On continue, cette fois-ci une recrue qui jouait à Crystal Palace, qui n'a pas eu une minute en première ligue, qui jouait donc avec la réserve, mais qui a remporté des trophées avec la réserve et qui a été le meilleur joueur de sa division. C'est Jack O'Brien, l'Irlandais. J'ai bien l'accent anglais les gars, vous avez vu, qu'on recrute pour 1 million d'euros jusqu'en 2027, comme Maitland-Niles, comme Galetachar. Après son option d'achat, il devra avoir un contrat jusqu'en 2027. Donc, bienvenue à lui. Et on va voir ce que ça donne. Il dit qu'on ne s'attend pas à qu'il soit aussi bon. Enfin, en gros, il se met en valeur.
Il dit qu'on verra qu'il va être très bon et qu'il va essayer de changer le visage de l'OL et s'inscrire parmi les titulaires. Encore une fois, je pense que c'est en dessous de Cancelo, Lukeba. De toute façon, on n'a pas les moyens d'aller chercher à son niveau, voire au-dessus. Ça, c'est le dossier compliqué, la défense centrale en ce moment. Donc, on va voir comment ça se passe aussi. Un bon joueur, pourquoi pas, une pépite. On verra ce que ça donne, on verra si ses paroles sont justes ou non. Et on va lui laisser le temps de prouver parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, il va être prêté à Molenbeek. S'il ne convainc pas, s'il convainc, je suis pas sûr que ça se dit. Si en gros Laurent Blanc pense qu'il n'est pas très très bon, qu'il n'a pas le niveau pour jouer encore à Lyon, il sera prêté à Molenbeek une saison. Donc voilà pour le mercato et tout. Donc on va passer au dernier dossier, 2-3 petites infos, plus le temps additionnel, on va parler les gars. C'est parti pour la fin de la vidéo. Ça va être parti pour les dernières infos, juste encore 2 petites infos mercato que j'ai oubliées. Donc c'est une officialisation de Cathy Diatou-Diani rejoint l'Olympique Lyonnais féminin. Je parle rarement du féminin, mais là c'était assez important. Elle arrive libre du PSG jusqu'en 2027. C'est une très grosse joueur au poste de milieu offensif de presque 9,5 qui a fait encore une Coupe du Monde avec les Bleus assez remarquable, malgré que nos Bleus avaient l'occasion et les armes pour aller plus loin, que c'est malheureusement en quart de finale contre l'Australie au tir au but. Je suis assez déçu de cette Coupe du Monde malheureusement. Mais en tout cas, on recrute Cathy Diatou-Diani, je vais y arriver, parce que c'est dur à prononcer. Jusqu'en 2027, on verra, c'est une très grosse joueuse, ça pourrait encore plus armer l'Olympique Lyonnais. On continue avec la dernière info mercato. Lucas Perry, gardien de Botafogo, qui a fait quand même une petite erreur sur une relance au pied. Il a fait un contrôle, enfin non, il y avait une frappe, je crois, oui, il y avait une frappe à rater. Il l'a arrêté, elle est passée entre ses gants, il a cherché la balle autour de lui pendant un ou deux tours sur lui-même. Pendant ce temps-là, la balle a rentré dans le but. Donc ça, c'était assez drôle, mais bon, ça fait un peu chier. Mais en tout cas, c'est quand même un gardien très talentueux qui pourrait concurrencer Anthony Lopez. D'après ce que j'entends, alors que je ne connais pas le joueur, il évolue en Serie A brésilienne, au Botafogo, premier du classement. Donc je ne regarde pas le championnat, je ne vais pas vous mytho. Mais en tout cas, il pourrait être un joueur assez talentueux qui concurrence Anthony Lopez, ou pour plus tard, qui le concurrencera après pour la fin de sa carrière. En tout cas, il devrait arriver en janvier, d'après ce qu'on écoute dans les coulisses de l'Olympique Lyonnais. Il devrait être accompagné d'un autre joueur de Botafogo dont j'ai plus le nom. Et on verra ce que ça donne. Mais moi, je suis pas d'avis parce que, ok, c'est un bon gardien. Mais ça me ferait chier quand même qu'il vienne, sachant qu'Anthony Lopez est là et que Mathieu Patouillet, qui est un gardien avec un talent exceptionnel, et je pèse mes mots, qui est tellement fort sur les pénaltys, c'est sa spécialité. Il arrête au moins un tir de pénalty. Franchement, il a un pourcentage de réussite sur les pénaltys assez exceptionnel. C'est un très bon joueur, il est très bon au pied. Donc j'espère qu'on va lui laisser du temps pour pourquoi pas qu'il devienne le premier gardien de l'OL après Anthony Lopez. Donc j'aimerais pas forcément que Lucas Perry vienne lui barrer la route. En tout cas, ça on verra aussi en janvier prochain à la fin du championnat du Brésil. Donc on a passé le mercato, les dernières informations. Les filets devant le COP Virage Nord et COP Virage Sud seront enlevés pour cette saison. Let's go! Ça rajoute de la proximité avec nos joueurs et nos supporters. Ça fait toujours plaisir. On a vu qu'il n'y avait pas de débordement pour le match test qui était l'hommage de Jean-Michel Aulas, le dernier match de la saison contre Reims. Ouais, c'est Reims. Et du coup, on voit que ça a été nickel, que ça s'est bien passé. Donc les filets seront seulement là pour les rencontres face au PSG et à Marseille, qui sont des rencontres à risque, vous le savez. En tout cas, ça fait plaisir. Donc s'il n'y a pas trop d'ennuis lors de ces matchs-là, la saison d'après, les filets pourraient être enlevés pour l'Olympico et le match de gala face au PSG, on va dire. Du coup, voilà pour ça. Dernière info, l'OL au classement UEFA est la deuxième équipe française après le PSG depuis 2000. Donc ça montre encore une fois que malgré que Lyon ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, que Marseille n'arrive pas à se qualifier contre le Pana en Ligue des Champions, ça a été un match assez drôle. Moi, j'ai bien rigolé en regardant le match. Donc Lyon reste deuxième à ce classement, ce qui montre la solidité de Lyon et du PSG en Ligue des Champions, surtout parce qu'en Ligue Europa un peu moins. Mais ça montre encore une fois que Lyon est un club qui mérite l'Europe, qui méritait l'Europe, et qui est toujours très régulier en Europe. Donc, alors c'est parti pour la petite minute temps additionnel. Donc les gars, en gros, vous le savez, les consignes dont Anthony Gauthier, le directeur des arbitres, a donné à ses arbitres pour cette saison, c'est de augmenter le temps additionnel en comptant encore plus les changements, en comptant les célébrations, les joueurs à terre. Donc je trouve ça assez désolant. Je vous explique comment. Donc les gars, on est passé à 18 au championnat, donc il n'y a plus que 34 journées au lieu de 38. Ce qui fait 4 matchs en moins. Donc en gros, le but de ce choix-là, c'était que nos joueurs soient moins fatigués, moins blessés,
Et en gros, j'utilise un petit raccourci, mais pour qu'au final, la France, les clubs français soient meilleurs en Europe. Je suis pas sûr que ça va marcher, parce que vous le savez, notre talent en Coupe d'Europe, Marseille l'a encore prouvé, et tous les barrages de Ligue des Champions, il n'y a que Nice, ou non, Monaco qui a réussi en 2017, ou je sais plus si c'est Nice ou Monaco, mais depuis 2015, c'est très compliqué lors de ces barrages. Et du coup, je disais que, en gros, on enlève des matchs pour qu'on soit plus performant en Coupe d'Europe. Sauf qu'après, nos arbitres augmentent le temps additionnel. On avait une moyenne lors de la première journée de Ligue 1 de 13 minutes de temps additionnel. Vous pouvez vérifier, c'est exceptionnel, hein. Donc, ce qui fait que si on fait 13 minutes en moyenne x 34, nos équipes vont discuter 4,9 matchs en plus, près de 5 matchs. Ce qui fait qu'on diminue les matchs pour en jouer plus qu'à l'origine. Les gars, on va jouer presque un match de plus que l'année dernière, on était 20, on jouait 38 journées, que là, on va jouer 34. On va jouer environ 39 matchs, les gars, je sais pas si on se rend compte. On diminue les matchs pour que nos organismes soient mieux. Après, on fait jouer 105, 110 minutes à nos joueurs lors des matchs du week-end, sachant qu'ils ont des Coupes d'Europe à jouer et tout, pour en plus les crever et augmenter les risques de blessures, surtout avec les conditions climatiques où il fait très chaud en ce moment, c'est assez compliqué. Donc franchement, je pense que c'est une mauvaise décision des arbitres, surtout que les gars, temporiser, c'est l'essence du foot. Les gars, tout le monde temporise, tous ceux qui gagnent ont temporisé. Les gars, si vous jouez en amateur, vous avez temporisé, si vous gagnez, si vous menez au score, les gars, tout le monde l'a fait, c'est l'essence du foot. C'est dommage qu'on ne peut plus le faire, parce que maintenant, tu vois, l'arbitre, il est toujours comme ça, décompté sur sa montre. Donc c'est assez dommage, je trouve. Et en tout cas, bah, voilà, c'était mon petit coup de gueule contre l'arbitrage de ce début de saison, les gars. Et voilà pour la vidéo, on a fini. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouvera la semaine pro pour un rythme plus régulier, semaine par semaine, pour les vidéos. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao les gars.